Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Vous vous souviendrez certainement qu'il y a environ un mois et demi, nous avions fait une émission spéciale durant laquelle j'avais réussi à converser avec le représentant d'une petite tribu amazonienne, les Enawene Nawe. Et ce représentant s'appelle Kawali Koli. Alors cette émission, ça a eu un effet un peu boule de neige parce que ça a déclenché beaucoup de choses. Nos relations, enfin mes relations avec lui et avec cette tribu se sont, je dirais, intensifiées, densifiées. Vu le décalage horaire, c'est pas toujours facile. Parfois le matin, je suis très fatigué parce qu'il m'appelle à 2 h du matin pour que ça soit une heure décente pour eux là-bas. 5 heures de décalage horaire. Mais malgré tout, on a réussi donc à développer des relations et nous avons commencé, grâce à quelques dons de mon entourage, à acheter du matériel scolaire sur place. Et la première distribution a déjà eu lieu dans le village pour les écoliers et écolières, des cahiers, des livres, des stylos, des crayons. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas. J'ai créé une cagnotte sur Litchi, je vous en rappellerai les détails tout à l'heure, pour essayer d'avoir un peu plus d'argent afin de poursuivre cette opération. Il ne s'agit pas de construire une école, il s'agit simplement d'avoir un peu d'argent pour acheter du petit matériel scolaire. Alors cette affaire, je disais tout à l'heure que ça faisait un peu boule de neige parce que ça a suscité l'intérêt d'un vieil ami à moi qui est à mes côtés maintenant, à l'heure où je vous parle, qui s'appelle Gérard Dijkstra, qui est enseignant dans un collège de la place, ici à Bastia. Il ne nous dira peut-être le nom tout à l'heure. Il est professeur d'histoire et géographie et il a eu envie de sensibiliser ses élèves à cette question des peuples indigènes, des peuples autochtones qui se battent pour leurs droits. Et donc il m'a invité à intervenir auprès de ses élèves. J'ai déjà fait plusieurs sessions. On va en entendre un tout petit extrait maintenant. Ça a été enregistré donc la veille de l'enregistrement de cette émission dans une classe de 5e. La déforestation, tout ça, ce sont des conséquences des abus que l'humanité tout entière, pas seulement nous, mais l'humanité tout entière, a commis contre la nature, contre l'équilibre naturel. Eh bien, les Enawene Nawe qui n'ont jamais voyagé en dehors de leur petit territoire de forêt, eh bien, ils ont tout compris. Ils ont compris que si on pêche trop de poissons, que si on récolte trop de miel, que si on coupe trop d'arbres, eh bien, eux pensent que c'est les esprits qui se vengent, mais en fait, c'est la nature qui se venge. Parce qu'ils vont finir par mourir de faim. Donc, il faut respecter l'équilibre. C'est ça qui est important. Donc, ce que vous pouvez retenir, s'il vous plaît, c'est que nous avons des leçons, nous, les Occidentaux, les Européens, les Corses, nous avons des leçons à apprendre de ce petit peuple, des leçons de sagesse, parce qu'eux respectent leur environnement. Et nous, c'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre l'importance du respect que nous devons à la nature, à notre environnement. C'est pour ça que je vous dis, nous avons des choses à apprendre de ce petit peuple dont la plupart ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont une sagesse qui pourrait nous apporter aussi des choses bienfaisantes. Voilà, bonjour Gérard. Oui, bonjour. Donc, j'étais avec toi hier pour cette intervention, à ton invitation dans ta classe. Quelques mots à ce sujet? Oui, non, j'ai été... Hervé est un vieil ami, en effet. On s'est connus jeunes et je me souviens de ces années où il s'est consacré à l'Afrique et aux peuples du monde. Non, j'ai été sensibilisé sur cette question des Amérindiens, des peuples autochtones. Je suis enseignant en histoire-géographie et la géographie, la terre, l'histoire
toutes ces problématiques motivent aussi les élèves. Et je fais aussi un enseignement avec cette classe bilingue, donc j'ai pensé aussi à cette question. Facciamo corsi in corso, questa scuola. Donc j'ai pensé à ce que tu m'as dit sur le fait que ces gens avaient été entre deux cultures, ils pratiquaient le portugais, mais ils avaient leur culture d'origine. J'ai été sensibilisé sur les inégalités dans le monde. Nos élèves ont été sensibilisés au fait qu'eux, ils ont une table et une chaise. Et les enfants, des fois, n'ont pas accès à l'éducation. C'est un droit, l'éducation. L'ONU reconnaît le droit à l'éducation. Charte des droits de l'enfant. Charte des droits de l'enfant, tu as raison. Et bien souvent, je les sensibilise au fait qu'ils ont une chance. Et l'anecdote, c'est souvent qu'ils disent, lorsque le professeur est absent, ils sont contents parce qu'ils vont aller promener en ville. Et j'ai pensé à ce que tu m'as dit lorsque tu m'as dit qu'eux étaient catastrophés lorsque, à cause de la pluie, ou le cours était annulé. Donc j'ai pensé à ça, les droits de l'enfant, l'éducation. Et puis j'ai pensé enfin, lorsque tu m'as sensibilisé, que je voulais aussi sensibiliser cette classe et les enfants et le collège et le plus de monde possible sur le fait aussi que il n'y a pas seulement la question de savoir que ces peuples ont besoin de quelque chose et de faire une sorte de misérabilisme en disant aidons-les, les pauvres, ils sont tous nus dans la forêt. Ça, c'est un cliché. Moi, je voulais dire aussi que ces peuples ont une leçon à nous donner, comme tu viens de le dire là, sur leur façon de voir le monde. Je pensais à la vision, malheureusement, peut-être aussi parfois, tu l'as dit, occidentale, où la terre soumettait là. C'est dans la Genèse, je crois. Bon, je pense que ça, c'est pas leur vision et c'est pas la vision qu'on devrait avoir. La terre, c'est nous, la terre, c'est l'humanité, et eux, ils ont cette vision spirituelle, tu l'as rappelé, où ils sont au milieu de la terre. Il n'est pas question de la soumettre, il est question de respecter ses équilibres. J'ai pensé à la COP26, à plein de choses qu'on va aborder avec les enfants. J'ai pensé à l'équilibre du monde, et j'ai pensé que cette action vraiment était une bonne action. Je pense que les élèves ont aussi été frappés quand on leur a montré les photos de ces enfants qui étudient envers et contre tout, dans des conditions déplorables. Ils n'ont pas de chaise, parfois ils n'ont pas de table, et ils sont dans des abris. Les salles de classe sont des abris précaires en végétaux, le toit en paille, parfois recouvert d'une bâche, parce que comme tu l'as rappelé à l'instant, il pleut beaucoup en Amazonie. Donc tout est un problème. J'ai dit tout à l'heure que les cahiers manquent. Mais lorsqu'ils ont des cahiers, où est-ce qu'ils vont les ranger, les cahiers? Il n'y a rien qui soit à l'abri de l'humidité, à l'abri de la pluie. Donc nous avons prévu, par exemple, d'acheter, si les moyens le permettent, des caisses en plastique étanches afin de pouvoir, à la fin de chaque classe, stocker les cahiers et la craie, parce que la pluie, c'est l'ennemi de la craie. Bon, le summum du luxe, ce serait de pouvoir leur acheter des tableaux blancs avec des marqueurs afin de contourner la difficulté de la craie. Parce que pour l'instant, ils utilisent naturellement des tableaux noirs avec la craie, et la craie avec la pluie, c'est catastrophique. Donc je pense que tes élèves ont été frappés de voir que eux, moi-même qui suis un peu de la vieille école, j'ai été frappé quand je suis rentré dans ta classe. J'ai vu que tu fais la classe avec ton ordinateur, que ça projette directement sur l'écran. J'ai été frappé. De mon temps, on n'avait pas ça. Oui, c'est vrai que nos conditions... J'ai voulu qu'un enfant de la classe qui est dans notre classe bilingue, qui est un enfant issu de l'immigration portugaise, qui parlait le portugais, j'ai voulu qu'il montre, qu'il parle en portugais, qu'il explique à ses enfants, qu'il montre visuellement, regardez, un ordinateur, un écran. Le tableau noir, c'est fini pour nous depuis longtemps, les professeurs. On tape un texte sur l'ordi et il est projeté. On peut travailler en direct, on peut projeter des images, on est parfaitement dans la modernité. Mais ce peuple-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il accepte la modernité. Il n'est pas question que ce peuple se replie et de dire, conserver notre culture, oui, et à notre rythme, suivant nos besoins, nos intérêts, accédons à la modernité. C'est ça, je pense, l'enjeu de ces peuples premiers. Il n'est pas question de les mettre sous cloche et de leur dire, voilà, vous êtes des pièces de musée. Des pièces de musée, voilà, des pièces de musée de l'ancien monde, vous vivez comme au néolithique, comme c'est beau. Ça non plus, c'est pas bon. Le misérabilisme, c'est pas bon, et les voir comme ça, c'est pas bon non plus. Ils doivent pouvoir progresser, accéder à leur rythme, comme je l'ai dit, et selon leurs besoins à la modernité. Si la modernité, c'est l'alcool des réserves indiennes
des États-Unis, c'est une catastrophe. On l'a vu. Absolument. On l'a vu, hein. Donc les peuples premiers, les Premières Nations, comme le disent au Canada, ce sont des gens qui nous intéressent. Et ils nous intéressent aussi, leur vision tout à l'heure je l'ai dit, et ils nous intéressent parce qu'ils ont très bien compris que l'écologie, bon, l'environnement, la planète, en fait, quel est l'ennemi de tout ça? L'ennemi de tout ça, je suis un peu désolé de le dire, enfin pas désolé, non, je pense qu'il faut parler clairement, mettre les pieds dans le plat. L'ennemi de tout ça, c'est le capital, c'est la consommation. C'est la consommation, c'est le profit. Et ça, c'est aussi le combat du XXIe siècle. Comment cet hypercapitalisme arrive à un tel stade qu'il menace même de détruire la planète. En fait, moi, ce qui m'a frappé avec ces Enawe et Enawe, c'est qu'ils sont très attachés à leur mode de vie, à leur tradition. Ils ont des danses rituelles, ils accomplissent des rituels régulièrement avec les flûtes sacrées, etc., etc. Mais en même temps, ils ont embrassé les bons côtés de la civilisation moderne. Je vais donner un seul exemple. Leur patrimoine immatériel est souvent constitué de chants qu'ils ont appris de leurs ancêtres pour les esprits, etc., etc. Et ces chants étaient en train de se perdre, certains en tout cas, parce que c'est une population jeune, il n'y a pas beaucoup de gens très âgés, donc beaucoup de ces chants étaient en train de se perdre. Et là, ils ont retrouvé, grâce à des vidéos qui avaient été faites par des visiteurs il y a 20 ans, il y a 25 ans, ils ont retrouvé des chants qu'ils avaient oubliés. Et donc, ils ont réalisé l'importance de filmer. Alors maintenant, chaque fois qu'il y a un rituel, chaque fois qu'il y a des danses, ils se filment eux-mêmes. Sur YouTube, on trouve des tas de vidéos sur les cérémonies Enawe et Enawe. Et ils ont des téléphones portables, enfin certains en tout cas, et avec les téléphones, ils font eux-mêmes des films qu'ils regardent et ça leur permet de maintenir. Donc c'est un bon apport de la société moderne, ça leur permet de conserver une partie, en tout cas, de leur patrimoine immatériel. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que là, on a commencé à communiquer un peu entre adolescents. Quel pourrait être le dialogue entre un adolescent du fin fond de l'Amazonie, du Mato Grosso, et un adolescent, un jeune de Corse, de Bastia? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? C'est vrai qu'un des langages communs, c'est la téléphonie et les outils modernes. Hein. Ça, les deux, Alors, comme tu l'as souligné tout à l'heure, il y a quelque chose qui les rapproche, c'est cet enseignement bilingue, puisque eux, ils apprennent à lire et à écrire dans leur langue amérindienne, mais très vite, ils passent aussi au portugais. Donc, ils utilisent ces deux langues dans l'enseignement quotidien. Et toi, dans tes cours, j'en suis témoin, puisque je t'ai vu faire ces jours derniers, tu utilises les deux langues, la langue autochtone, pour utiliser la langue indigène, c'est-à-dire le corse, et le français, qui est la langue donc, de communication, la langue internationale. Ils font exactement la même chose au fin fond de l'Amazonie. Oui, sauf je pense quand même que leur diglossie est moins prononcée là-bas. Je pense que leur langue indigène est plus naturelle que le corse ne l'est bien sûr, ici. Ah, tout à fait. Là, c'est nous qui avons des choses à apprendre. C'est nous qui avons à apprendre peut-être de la conservation qu'ils ont eue de leur langue originale. Hein. Alors, je vais peut-être passer maintenant à un nouvel extrait audio. Il s'agit là d'un message audio que m'a envoyé Kawali Koli hier matin. Je l'ai reçu juste au moment où j'allais à ton collège, dans lequel il explique un petit peu ce qu'il a fait. Alors c'est en portugais brésilien, je tâcherai de résumer ses propos à la fin de ce court extrait. De vocês, então eu gostaria você me entenda também, para eu não estou comprando muitas coisas ainda, já foi comprado livros, já foi comprado lápis, borracha ainda não comprei ainda borracha, já foi livros e revista que crianças lendo, assim, aí já foi tudo mandando para você. Daqui uns dias, todos a aldeia foi feito, daí vou mandar continuar, mandar as fotos para você. Alors il nous explique qu'il a déjà, avec le peu d'argent qu'on lui a envoyé, on lui a envoyé, bon je peux le dire à l'antenne, on lui a envoyé 500 €. Avec cette somme, il a donc acheté des livres, des cahiers, des gommes, des crayons à papier, et qu'il a bien l'intention de continuer à le faire,
et qu'il nous tiendra au courant de tous ces achats et qu'il nous enverra également des photos de tout ce qui aura été fait. Donc voilà, ce n'est pas de l'argent jeté, comment dirais-je, dans l'inconnu. Nous travaillons ensemble et chaque action qui est faite est documentée par lui-même et par d'autres sources également. Nous arrivons à suivre malgré la distance. Je rappelle que le Brésil est un des pays qui a été le plus affecté par le Covid-19. Donc malheureusement, je pense que ce n'est pas demain la veille du jour où je pourrais aller sur le terrain. C'est mon rêve, hein, je ne le cache pas, d'aller sur le terrain pour voir un petit peu ce qui a été fait et quels sont les besoins et de me rendre compte de la situation. Mais bon, la magie de l'Internet nous a permis de maintenir et d'approfondir ce contact. Et tu as cet espoir, Hervé, d'y aller dans les années qui viennent, les prochains mois? Qui peut le dire? On est dans une situation de tellement d'incertitude. Il y a encore quelques semaines, on avait un peu d'espoir que les vols long courriers reprenaient. Et maintenant, il y a des pays comme Israël, le Japon ou d'autres qui se referment. Et puis, je pense que ce serait inconscient pour moi de tenter d'aller au Brésil, alors que le Brésil fait face à ce virus. Je n'ai pas du tout envie, en plus, d'apporter le Covid dans le village de Kawali. Donc, je pense qu'il faut malgré tout être raisonnable et attendre un petit peu que ça se... Et qu'est-ce que tu penses de la situation, Hervé, géopolitique du Brésil, notamment le nouveau gouvernement par rapport à la situation? C'est pas le nouveau, c'est l'ancien, parce que là, on approche de la fin du mandat de Jair Bolsonaro. Alors, bilan sur le indigène, pour être très clair, l'Amazonie brésilienne n'a jamais été autant saccagée que depuis l'élection de Jair Bolsonaro, parce que Jair Bolsonaro est lié au lobby, aux gros groupes agroalimentaires et autres. Et donc, il a encouragé la déforestation, il faut le dire carrément. Il a peut-être de bons aspects par ailleurs. Je ne le juge pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour les peuples indigènes, c'est une catastrophe. Donc, l'année prochaine, il va y avoir des élections. Peut-être qu'il y aura le changement au Brésil, je n'en sais rien. Mais les Amérindiens, les Enaoui en particulier, votent. Ils ont maintenant leur carte d'électeur. J'ai cru sentir que la majorité ne voterait pas pour le président sortant. Et sur les droits des Amérindiens en général, le gouvernement n'a pas été... Ils ont voulu même revenir sur des accords passés qui avaient délimité des territoires pour les Amérindiens. Et il y a eu des grandes manifestations. Des Amérindiens de tout le Brésil sont allés manifester devant le Parlement et devant le gouvernement à Brasilia. Donc ils sont très motivés, avec le soutien naturellement des ONG brésiliennes. Il y a une société civile, parce que le Brésil n'est pas une dictature malgré tout, hein, c'est une démocratie. Il y a une société civile vibrante, active, et je pense que la prise de conscience est faite. J'ai cru comprendre aussi que le président avait eu des déclarations dépréciatives à l'endroit des Amérindiens. Il a simplement dit que lui, il n'a rien contre eux, mais qu'il fallait que ce soit eux qui s'adaptent au Brésil moderne, et que sinon ils allaient disparaître. C'est toujours ce vieux concept du peuple gêneur, quoi, qui gêne. Hein. On avait un peu le même concept en France, hein, autrefois. Rappelez-vous Bécassine et tout le reste, tout ce folklore dévalorisant des cultures provinciales, régionales, y compris pour nous en Corse. Y compris pour nous, oui. Qui devaient céder le pas, s'adapter ou disparaître. Que c'était, rappelez-vous aussi nos anciens, qui ne voulaient surtout pas parler aux jeunes en Corse, parce que c'était les handicaper pour le futur, parce que le futur c'était le français, alors qu'en fait c'est une richesse. Je parlais tout à l'heure de patrimoine immatériel, mais que ce soit la culture corse qui nous a été léguée par les générations précédentes depuis des centaines d'années, que la culture Enaouéné, qui comprend naturellement la connaissance de la forêt, la pharmacopée, etc. C'est un patrimoine énorme qui ne doit pas être perdu. Donc je pense que là, il y a un parallèle à faire entre leur combat et le combat qu'on mène en Europe, et en Corse en particulier. Oui, notre contribution au monde, chaque peuple, grand, petit, plus situation. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du problème. Je te remercie, Gérard, pour ta disponibilité. C'est moi qui remercie la station, qui remercie la radio où on a été accueillis, qui te remercie d'avoir réveillé cette initiative et de l'avoir portée avec moi et pour tout ton combat en général.
Merci Gérard. Alors pour les auditeurs qui seraient intéressés de contribuer, il faut aller sur le site de Litchi. Litchi, ça s'écrit L2ETCHI, donc litchi.com, et chercher une école pour les enfants ENA ou ENE. Je ne vais pas vous donner épeler le lien, ça serait fastidieux et ça serait source d'erreur. Donc tapez simplement même sur Google ou sur votre moteur de recherche une école pour les enfants ENA ou ENE, et en 2 clics, vous pouvez laisser 10 €, 20 €, 30 €. C'est les petites gouttes qui font les océans, et les enfants et les enseignants ENA ou ENE comptent sur vous. Je vous remercie, merci Gérard, Merci beaucoup. et je vous dis à la semaine prochaine.